45 mars, si l'on compte selon le calendrier martien initié par la Nuit debout, une des formes d'inventivité de ce mouvement que nous allons explorer toute la soirée en compagnie de nombreux nuits deboutistes. Nous ne savons pas exactement encore combien. Ça, ce sera de 20h30 à 23h. Avant cela, à 19h, dans la foulée des Panama Papers, une discussion pour savoir comment lutter contre les paradis fiscaux, mais aussi le secret des affaires qui l'auraient corrélé. Mais tout de suite, et pour une petite heure, c'est à une réflexion autour de la forme assez inédite qu'a pris ce mouvement social que nous vous convions en compagnie de 3 chercheurs. Ludivine Bantigny, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen, et ceux qui étaient, par exemple, sur la place de la République dimanche dernier ont pu vous voir dans le cadre de l'université populaire Jardin des Savoirs faire une intervention. Enfin, c'était Ludivine, hein, c'était pas Ludivine Bantigny, maître de conférence, sur mai 68, qui est un de vos domaines de recherche. En face de vous, Sophie Béroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, maître de conférence à l'université Lyon 2, spécialiste des mouvements sociaux et des syndicats. Et enfin, pour finir ce tour de table sans table, Roby Morder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, président du GERM, le groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. Et pour animer avec moi cette discussion, Mathilde Goannec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Mediapart chargé de la couverture, notamment des questions de société. Et avant de vous donner la parole à tous, nous allons regarder quelques images attrapées et éditées, montées par Irène Cassado. C'était samedi dernier sur la place de la République. C'est que les gens, je pense, aient plus de temps pour vivre. C'est ce qui me semble le plus capital. Les gens, en tout cas de mon niveau, de ma ville, les gens de mon entourage, je vois qu'ils ont très peu de temps à cause de leurs études, ceux qui sont encore à l'école. Moi-même, j'ai manqué affreusement de temps durant toutes mes années de scolarité et d'études. Et tous les gens qui sont aux 35 heures, qui travaillent toute la journée et qui rentrent chez eux, qui dorment, et sans parler des heures de transport. Je pense que là, on a quelque chose où les gens n'ont pas le temps ni de vivre, ni de se faire plaisir, et encore moins d'avoir une vie politique et de participer aux décisions politiques. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Et le fait qu'ici, on se retrouve tous ensemble, qu'on prenne le temps, c'est le temps de grève, qu'on prenne ce temps pour être ensemble avant tout. Alors il y en a qui disent on mange, il y en a qui disent on est là pour faire la fête et boire des bières. Oui et non, et on est aussi là pour être ensemble dans un premier temps. Je suis venue depuis le 31 mars, donc il y a quelques nuits debout qui ont été faites, donc notamment le week-end dernier, où il y avait pas mal de gens, mais là depuis, je pense que ça fait depuis mardi, il y a de plus en plus de monde qui viennent en fait, et c'est vraiment sympa. Enfin, bon, du coup, vous avez vu notamment qu'il y a de la musique, des stands qui se créent et tout. Du coup, ça ramène un peu des gens vraiment très différents, et c'est très agréable parce qu'on peut discuter avec les gens et partager nos idées. Et je pense que c'est important aujourd'hui de parler à chacun pour qu'on ne soit pas dans un mouvement individualiste, mais vraiment dans le mouvement communautaire. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses, c'est en étant soudés, en étant solidaires. Je suis d'une génération qui me rend assez triste, parce que je trouve que c'est une génération, tant les lycéens que les étudiants, qui est habituée à une forme de passivité complète et qui ne remet plus du tout les choses en question. Et je trouve assez fondamental de se remettre en branle, en fait, remettre l'action au centre des choses, parce que fondamentalement je trouve que l'homme est très beau quand il crie, mais s'il ne crie pas, s'il se tait, ça ne fonctionne plus. Et du coup, je trouve que des mouvements comme ça qui sortent un peu de la logique strictement politique, politicienne, qui permettent de rencontrer du monde, ce qui est rare maintenant, parce qu'on se rencontre sur Facebook, mais on se rencontre plus vraiment en vrai. Je parle à plein de gens à qui j'aurais jamais parlé de ma vie, et c'est trop cool. Et cette logique-là est très belle en fait, et c'est ce qui me permet de, je sais pas, j'ai encore de l'espoir en fait de pouvoir, enfin, quand je dis j'ai encore de l'espoir, c'est pas forcément moi, mais qu'on puisse faire changer les choses. Et des mouvements comme ça spontanés, je trouve ça assez beau, et ça me rassure quelque part de voir que les gens sont capables de se remettre à l'action, de sortir un peu de cette passivité dans laquelle ils sont, de laquelle ils se contentent, et en même temps dans laquelle ils sont enfermés.
Je suis mobilisé ici, alors c'est un peu compliqué. Ça partait de la loi travail, forcément, comme je crois la plupart des gens qui sont là. Mais un peu comme tout le mouvement Nuit debout s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus large. Enfin, les gens maintenant ils parlent d'écologie, de démocratie, d'alternatives, de violences policières, de racisme et d'autres choses. Et je viens parce que ce mouvement me fait du bien pour le coup. Enfin, les gens viennent simplement juste pour parler et c'était pareil depuis un moment. J'ai rien que ça, je trouve ça énorme même si on ne sait pas où ça va aller. C'est pour ça que je continue à venir, même si j'en ai pas forcément le temps, j'essaie de passer une fois tous les 2-3 jours, même quelques minutes, même 2-3 heures, voire parfois, juste pour échanger un petit peu avec des gens, ça revigore en fait. En fait, il y a une commission du coup de soutien aux migrants et réfugiés sans papiers qui s'est montée jeudi soir suite à une action. En fait, il y a beaucoup de monde qui est parti de République pour aller à Stalingrad parce qu'il y avait une menace d'évacuation d'un campement qui était en train de s'installer là-bas. Donc il y a une commission qui s'est créée en soutien aux migrants qui sont à Stalingrad en ce moment, qui sont environ 200. Et aussi l'intérêt d'être ici à Nuit debout, c'est que là on organise la logistique un peu et l'apport de couverture, de choses dont ils ont besoin là-bas. Mais il y a ceux de Stalingrad, mais il y en a plein d'autres à Paris, en France, etc. La réussite de ce mouvement, ce serait que le système politique et social change radicalement. Alors je ne sais pas si j'y crois beaucoup, mais peut-être que par la politique des petits pas, que j'aime pas trop d'habitude, mais peut-être que ça peut être le début de quelque chose. Malheureusement, j'ai pas l'impression que les politiques et l'impression que c'est un mouvement vraiment de fond et qui veut dire quelque chose. Mais moi je pense qu'il veut vraiment dire quelque chose et il veut dire que le système dans lequel on est aujourd'hui, on n'en veut plus. Par Irène Casado sur la place de la République samedi dernier, dont nous nous excusons qu'ils étaient un peu désynchronisés entre l'image et la parole, mais qui sont raccords par contre avec ce moment politique particulier que nous sommes en train de vivre. Et je vous avoue qu'avec Mathilde, quand on préparait cette discussion, on se demandait un peu... Enfin, on a eu le sentiment en allant, Mathilde à Lyon et à Paris, moi à Paris, soit en journaliste, soit en simple participant, on a eu comme beaucoup le sentiment qu'il se passait quelque chose en ce moment avec ces Nuits debout, mais qu'on avait du mal à savoir quoi. Est-ce que vous, qui êtes équipé avec des outils de l'histoire, des sciences sociales, qu'est-ce que vous y voyez, plutôt que de vous demander si vous y voyez plus clair, Ludivine Mantini? Oui, enfin, la première petite chose que je voudrais dire, c'est que je ne prétends absolument pas avoir un savoir quelconque sur ce qui se passe, ni être détaché de ce qui se passe, parce que voilà, on y participe, on y est pleinement partie prenante. Alors, je trouve que ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de voir et d'entendre, c'est quatre dimensions très importantes. Le temps, l'espace, la parole et l'action. Le temps, c'est vraiment l'idée de se réapproprier un temps différent, un temps au sens strict extraordinaire. Reprendre du temps face à l'agitation, face à l'accélération du monde, du travail, etc. Reprendre le temps d'inventer, de créer, de se poser, de faire de la musique, d'écrire des poèmes, de se rassembler. Ça, c'est une chose très importante. L'espace, parce que contrairement à ce qu'a dit Anne Hidalgo, selon laquelle on ne peut pas privatiser un espace public, c'est exactement le contraire qui se passe. Enfin, c'est fou d'ailleurs d'avoir dit une chose pareille, parce que on sait très bien que le Parti socialiste a privatisé à tour de bras depuis la fin des années 90, y compris des espaces. Les villes sont devenues de vastes zones commerciales, même place de la République. Il y a maintenant un commerce qui s'est installé depuis quelques semaines au beau milieu de la place, alors que là, ce qui se produit, c'est au contraire rendre l'espace à nouveau public. Après, c'est la prise de parole. Ça, c'est frappant. Enfin, c'est même assez fou de voir à quel point... chacun et chacune se sent légitime à prendre la parole. Même des personnes qui n'avaient jamais pris la parole en public se décident à la prendre, que ce soit dans les assemblées générales ou dans les commissions. Et en même temps, la chose aussi très importante par rapport à cette prise de parole, c'est qu'elle est agissante. Il y a Vincent, là, dans le reportage, qui le disait en y insistant, c'est-à-dire que c'est vraiment être
active et active dans cette mobilisation. Enfin, il y a beaucoup d'actions. Il y a une commission action qui est en place un peu partout sur ces différentes places en France, en train d'essaimer en Europe, en Espagne, en Belgique, etc. Il y a vraiment cette dimension d'être en action, d'avoir des savoirs en action, par exemple, de partager des savoirs. D'être dans des solidarités vraiment très concrètes. Ce qui se disait là, par exemple, il y a quelques jours, 400 personnes qui sont parties dès qu'on a su qu'il y avait une évacuation policière de migrants à Stalingrad, 400-500 personnes qui partent vraiment agir en solidarité pour empêcher de telles évacuations. Et est-ce que, Sophie Bayrou, ça vous semble, par rapport à ce que vous avez pu observer et votre connaissance de l'histoire, un mouvement dans sa forme complètement inédit ? Oui, pour rejoindre ce qu'a dit Ludivine, il me semble que c'est justement en essayant, avec les outils de la sociologie, de l'histoire, d'essayer de comparer, de voir un petit peu comment on peut mettre en perspective, qu'on peut éventuellement apporter quelques éléments, comme l'expérience concrète pour en apporter aussi l'expérience militante. Et par rapport à ça, moi j'aimerais bien revenir sur effectivement cette question du temps et de l'espace, parce que là on a quelque chose d'un peu inédit. On a un mouvement interprofessionnel qui se construit peu à peu contre la loi dite travail, la loi El Khomri, qui rend possible Nuit debout, en fait, qui a finalement créé un espace pour que surgisse ce type de mouvement qu'est Nuit debout. Et en même temps, Nuit debout vient apporter aussi quelque chose d'autre, parce que par rapport, par exemple, à un mouvement comme 95, on n'est pas dans une situation de grève des transports qui, du coup, bloque le pays, bloque un peu l'activité, crée un autre rapport au temps. Il y avait dans le reportage aussi, je crois que le premier intervenant, le premier Nuit deboutiste, il dit c'est le temps de la grève. Ben non, justement, c'est pas un temps de grève. Mais Nuit debout crée un espace de discussion qui n'existe pas, ou très peu. Je sais qu'il y a quelques AG interprofessionnels qui sont mis en place, par exemple à Paris 8, mais c'est assez rare dans les autres universités. Et du coup, il n'y a pas cet espace qu'avait pu créer des AG interpro pendant le mouvement de 95, qui réunissait des cheminots, des postiers, des agents d'EDF, d'autres secteurs professionnels. Là, on n'a pas ça. Et finalement, Nuit debout vient créer cet espace. Donc ça me semble assez complémentaire, en fait. Et vous, Roby Morder ? Je serai un peu plus prudent sur l'inédit. Bon, je vais vous dire d'abord, avant d'un sentiment, d'une sensation, parce que j'ai, un peu plus âgé, j'étais en 68 comme Fabrice à Waterloo. Et donc, qu'est-ce qu'on a là un peu ? On a un peu de l'Odéon occupé, la prise de parole, surtout et n'importe quoi, les gens qui sont là pour parler. On a la Sorbonne comme lieu un peu de concentration d'informations. Alors évidemment, où est l'inédit ? L'inédit, c'est qu'on a des phénomènes constants dans tout mouvement social où les gens ont envie de parler, les gens se découvrent, ils découvrent leurs propres compétences, qu'ils peuvent faire ça. On le trouve de la plus petite grève à des crises comme 68. Évidemment, ce qui change là, c'est que c'est sur la place publique. Le côté intergénérationnel, le côté interprofessionnel. Bon, et là, donc, c'est une référence qui, pour moi, est importante. Il y a effectivement des constantes, qui sont celles des constantes des mouvements sociaux, et puis effectivement, qu'est-ce qu'il y a d'inédit, qu'est-ce qu'il y a de particulier. Et je pense, par exemple, que je discutais l'autre fois sur les exemples internationaux. On est à Paris, dans la capitale politique, place de la République, peu de temps après les grands rassemblements, y compris les rassemblements interdits de protestation contre le terrorisme et contre l'état d'urgence, qui avait été interdit, il y a une reprise. D'ailleurs, ça fait plaisir, il vaut mieux se mobiliser là-dessus qu'avoir un mouvement plutôt ascendant qui crée du rapport de force. Donc c'est vrai que... et puis la place de la République, donc c'est une place ouverte où on peut converger avec un danger qui peut être celui de ne pas rester dans une sorte de ghetto à la République. Bon, je pense que les gens en sont assez conscients, et qu'effectivement la République peut servir comme lieu de rassemblement, pas de quartier général, mais de lieu où on va prendre des informations, discuter, et on va essaimer ailleurs. Parce que ça, je pense que c'est assez important. L'économiste Frédéric Lordon, dans une réunion mardi dernier, parlait d'un camp de base à partir duquel il fallait lancer des raids. C'est pas mal. Il y en avait qui disaient que Vincennes était une base rouge et qu'à partir de là, il fallait aller sortir de là. C'est aussi quelque chose qui est du révélateur. C'est-à-dire la différence 68, les étudiants réclamaient l'unité ouvrier-étudiant que les organisations ouvrières, enfin la plupart des confédérations, refusaient. Bon. Aujourd'hui,
le problème, ce n'est pas de l'unité entre deux groupes sociaux différents, puisque, bon, ça je dis toujours, hein, que si 30 ou 40% des étudiants travaillent, c'est 1 million de personnes, c'est-à-dire que 6% des salariés du privé font des études. Et en plus, les 2,5 millions pour la plupart sont des enfants de salariés de toutes couches et sont amenés à devenir des salariés. Donc ça, c'est vrai que ça fonde un bloc social qui était un peu de l'ordre de la... Alors, qui était un peu de l'ordre de la prophétie en 1946 quand l'UNEF adopte la charte de Grenoble. Bon, on en a parlé dans une tribune dans Mediapart, hein, sur l'étudiant doit s'insérer dans la nation, dans le syndicalisme à ce moment de la libération. C'est la prophétie de 68, on veut l'unité, mais on n'y arrive pas. Là, c'est un même mouvement social, avec des composantes différentes, parce que le travail d'étudiant, ce n'est pas le travail de lycéen, ce n'est pas le travail de l'employé, ni du cadre, ni le non-travail de chômeur, ce n'est pas les mêmes rapports au temps. Hein, mais on est effectivement dans ce moment de crise, au sens positif du terme, où on va plus vers le rassemblement que vers l'éclatement, à condition de respecter les spécificités des uns et des autres. Et est-ce que vous avez l'impression que, vous disiez tout à l'heure, Sophie Bayrou, tout ça a été rendu possible finalement par la mobilisation sur le travail. Et vous dites aussi assez justement qu'il y a beaucoup de salariés, qu'il y a des étudiants qui travaillent, qui se rassemblent sur ces places. Est-ce que le fait que, effectivement, la loi travail était un peu le cristallisateur de ce mouvement lui donne une coloration particulière? Et par ailleurs, comment se fait-il que, alors que depuis le début du quinquennat, et qu'en plus est au pouvoir... sont au pouvoir des socialistes, on a eu une série de choses comme ça qui auraient pu provoquer l'étincelle. L'état d'urgence, éventuellement peut-être la loi Macron, les lois Rebsamen, la question des libertés publiques. Voilà. Pourquoi tout ça n'a pas fait décoller le mouvement et pourquoi là, ça marche ? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, parce qu'il y avait eu quand même un travail de mobilisation syndicale fait par rapport au pacte de responsabilité, par rapport à la loi Macron. Là, il me semble qu'il y a eu convergence d'un certain nombre de choses, hein, qui a fait que le 9 mars a été une mobilisation extrêmement importante, qui a ouvert un espace des possibles. Hein. À partir du 9 mars, on s'est dit ça peut être un grand mouvement social. Le 9 mars, il y a à la fois le travail de mobilisation syndicale, dans le cadre d'une intersyndicale, il y a la pétition qui a été lancée, il y a tout de suite aussi ce qui se fait au niveau des blogs de témoignages sur la précarité du travail et les expériences concrètes on vaut mieux que ça, hein, du travail. Et puis il y a le mouvement étudiant qui démarre très vite. Et c'est cette conjonction qui fait que le 9 mars est beaucoup plus fort est d'emblée très fort, contraignant d'ailleurs le gouvernement à repousser la date de présentation du projet devant le Conseil des ministres. Donc ça, c'est intéressant, cette conjonction-là. Alors elle est en train de changer, cette conjonction, hein, parce que le mouvement étudiant, on va peut-être en discuter, mais il a pris dans certaines universités, pas dans toutes. Il y a des difficultés à construire les AG dans les universités. Donc, ce qui se passe aussi là dans les... Debout s'éloigne aussi. Oui, mais ça crée des espaces qui n'ont pas pris dans les universités. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport à des jeunes qui sont en situation d'études et en situation de travail. Et je rejoins ce que disait Roby à l'instant, c'est-à-dire que peut-être que ce qui crée de l'unité, c'est le processus de précarisation qui frappe, qui a atteint différentes catégories du salariat, des jeunes, des moins jeunes, qui atteint aussi ceux qui sont en emploi stable. Et donc il y a peut-être quelque chose à travailler de ce point de vue-là. Mais le fait qu'au début, ça soit contre la loi, le projet de loi travail El Khomri, ça me semble très important parce que ça reste quand même au centre et qu'il y a la question de parvenir à faire reculer le gouvernement. Le mot d'ordre est quand même celui du retrait. Et c'est important parce que qu'est-ce qui va sortir de ce mouvement obtenir une victoire, hein, ou une victoire partielle, mais obtenir une victoire va beaucoup compter aussi par rapport au point d'appui, à la mémoire que va laisser ce mouvement. Peut-être juste pour pas faire trop long, mais il me semble que le mouvement, depuis le début, il est travaillé par ce qui s'est passé en 2010. Là aussi, on a un très gros mouvement social. Mobilisation sur les retraites. Oui, contre la réforme des retraites. C'est la fin du mandat Sarkozy. Il y a à plusieurs reprises plus de 3 millions de personnes dans la rue. Hein, et ce ne sont pas les mêmes. Donc il y a une grosse mobilisation en termes de manifestations. Moins de grèves, mais de manifestations. Et pourtant, le gouvernement ne recule pas. Et il me semble que depuis lors, il y a quand même une réflexion qui traverse notamment les milieux syndicaux, mais au-delà, il va falloir qu'on ait de l'inventivité dans les formes de mobilisation pour aller au-delà de la manifestation. On a besoin de ça pour élargir, en fait. Il me semble qu'on est là-dedans, hein, de recherche d'inventivité pour compléter les manifestations, parce qu'il y a aussi cette difficulté du rapport à la grève, hein, de créer des conditions de grève, et notamment la grève reconductible.
Alors justement, grève, mouvement étudiant, mouvement travailleur, forcément, on entend la référence à mai 68. Vous, Ludivine, vous avez travaillé, c'est un de vos domaines de recherche de prédilection. Est-ce que le parallèle a lieu d'être? Est-ce qu'on ne risque pas de rabattre une histoire sur un présent et donc de ne pas comprendre ce qu'il a sinon d'inédit, en tout cas de porteur de nouveau? Comment est-ce qu'on fait avec cette référence qui peut être à la fois mobilisée pour dire, voilà, c'est peut-être le début de quelque chose, ou en même temps désamorcer? Oui, non, mais vous avez raison, il ne s'agit absolument pas de plaquer le passé sur le présent, mais peut-être à l'occasion de cette mobilisation, faire vivre aussi le passé autrement, avec des échos, davantage qu'une mise en parallèle stricte. Je vois deux différences majeures et beaucoup de points communs. Deux différences majeures, d'une part, en écho à ce qu'a dit Roby, le milieu étudiant n'a plus rien à voir du point de vue sociologique, puisque en 68, les étudiants, c'est 12% d'une classe d'âge, donc c'est vraiment une petite minorité d'origine assez privilégiée. Là, les étudiants, et bien sûr les lycéens, connaissent le monde du travail, connaissent le marché du travail, connaissent la précarité, la flexibilité, etc. Donc ils sont frontalement concernés par la loi travail, et du coup, le slogan, c'est vrai, c'est contre la loi travail et son monde, ce qui permet de réarticuler justement la revendication du retrait de la loi avec une perspective beaucoup plus vaste. La deuxième grosse différence, elle est vraiment de taille, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de grève générale. Voilà, en 68, c'est la grève générale. Mais ce qui est en train de traverser cette mobilisation, c'est cette perspective-là. Et concrètement, ça passe par des tas de choses vraiment très concrètes. Par exemple, le fait qu'il y ait des personnels hospitaliers, des cheminots, des syndicalistes des secteurs privés qui viennent expliquer dans les assemblées générales, que ce soit sur les places ou dans les assemblées générales étudiantes. Je pense par exemple à une assemblée générale qui a eu lieu à Paris 8 il y a quelques jours, où il y avait Manuela, une représentante de la CGT de l'Union locale du Havre, qui venait expliquer que, d'abord, pas un cheveu d'un jeune ne peut être touché sans que les syndicalistes au Havre ne se mobilisent. Et puis, qui disait qu'il faut vraiment travailler à cette grève, à cette reconduction de la grève. Donc, il y a beaucoup de dimensions comme ça, vraiment de convergence des luttes. Mais sinon, voilà, à partir de ce constat des différences et de tentatives, justement, d'aller vers une perspective de tout bloquer, parce que c'est aussi des appels de syndicalistes qu'on retrouve sur tout bloquer face à des directions syndicales, on pourra peut-être y revenir avec Sophie qui en est spécialiste, mais des directions syndicales qui apparaissent un peu timorées, qui lancent une journée le 31, et puis après le 9 avril, et puis un peu plus tard le 26 avril. Donc là, il y a une espèce de discussion aussi à la base, comme ça avait lieu aussi en 68, disons qu'il faut reconduire la grève. Donc sinon, il y a beaucoup de points communs. On en a parlé à propos de la prise de parole. On peut en parler aussi à propos de la notion de démocratie directe, vraiment se réapproprier la chose politique, la démocratie. On peut en parler aussi à propos de la violence policière, parce que on n'en entend pas suffisamment parler, je trouve. Les médias, il y a des manifestations de centaines de milliers de personnes, et quand on ouvre la radio le soir d'une manifestation comme samedi dernier, on n'entend parler que de supposés casseurs, mais on n'entend rien des centaines de milliers de personnes qui manifestent, et on n'entend rien non plus. Moi, je reviens de République. Avant de venir, j'étais à République. La place était entièrement gazée, entièrement verrouillée par les forces de l'ordre, par les CRS, qui empêchaient d'aller sur la place, y compris les grilles de métro étaient fermées, alors que la manifestation qui a eu lieu cet après-midi, elle était déterminée, mais elle était absolument pacifique. Voilà, donc la violence, le degré de violence policière, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus notamment de salariés, de syndicalistes qui disent mais on ne peut pas tolérer ce degré de violence avec des jeunes qui se font matraquer, qui se font gazer, etc. Donc il y a cette dimension qui était évidemment très présente en 68, et qui a d'ailleurs suscité aussi la mobilisation de 68. Le 13 mai 1968, c'est une sorte de convergence, comme on le voit là aujourd'hui, de convergence autour de bien des dimensions sociales et politiques, et en même temps une indignation face à la répression policière. Ouais. Moi, je voulais réagir à ce que vous dites. Est-ce que vous disiez plutôt, vous parlez de convergence, mais aussi de quelque chose de très général, qui brasserait plusieurs générations, des salariés syndiqués, donc une expérience militante, des jeunes, des étudiants, des gens qui sont absolument en dehors de tous ces cercles-là.
comment appréhender justement ce mouvement-là? Est-ce que c'est celui aussi de cette fameuse génération précaire dont on nous rabat un peu les oreilles? Est-ce que ça va bien au-delà de ça? Comment vous sentez le mouvement sur sa composition, je veux dire, en termes d'âge ou en termes d'expérience militante? Est-ce qu'il y a du très neuf? Est-ce qu'il y a du très, très vieux là-dedans aussi? Il y a les deux. Il peut y avoir un mélange d'ancien et du nouveau. L'ancien, c'est par exemple le DAL qui occupe la place de la République et qui fournit une logistique, un savoir-faire pour aider les nouveaux à faire. Il y a une dimension de transmission d'expérience et donc c'est vrai que qui n'est pas simplement une question de génération. Hein. Il y a des références. Là, on parle de 68 parce qu'on voit les archives, on voit ce qu'on a à la Cité des mémoires étudiantes. Si je prends les archives, il y a d'autres. En 68, il y a d'autres références. Il y a les barricades de la Libération, il y a la Commune de Paris. Comme aujourd'hui, il y a des rues rebaptisées Commune de Paris. Alors, les références, elles sont multiples. Et c'est des références, y compris à la Révolution française, États généraux, Constitution, cahier de doléances. Bon, c'est effectivement des références à toutes des périodes dans lesquelles le monde bouge, les gens qui se taisaient arrivent, viennent et commencent à se dire nous aussi on peut. Alors, par exemple, tout à l'heure, dans C'est marrant, il y en a une qui dit « Je rêve, mais j'y crois pas ». Bon, ça c'est justement important à noter parce que c'est l'inverse de la passivité. Moi, je vois d'autres journalistes qui interrogent, qui disent « Mais comment ça se fait que ça démarre maintenant alors que depuis le CPE, depuis 10 ans, il n'y a rien ?» Je dis « Il n'y a pas rien. C'est vous qui ne donnez pas la parole, c'est vous qui ne vous intéressez que quand ça devient quelque chose qui pourrait faire la une. Bon. Mais tant qu'il n'y a pas des... il y a eu plein de choses depuis 2006. Il y a eu les rues, il y a eu les retraites. Et c'est vrai que, par exemple, la mémoire du mouvement des retraites, elle ne vaut pas pour le mouvement étudiant-lycéen. 2010, c'est il y a 6 ans, il y a une génération étudiante qui est passée, CPE, oui. Sauf pour quelques cadres. Le CPE reste une référence parce que c'est une victoire. Hein. On a des références historiques qui sont rentrées. 86 reste une référence parce que là aussi, il y a eu, à la fois la mort de Malik Oussekine, une victoire. 68 est une référence globale, aujourd'hui plus historique comme événement politique majeur et pour beaucoup de gens tout de même aussi comme une crise où le monde a failli basculer. Bon, on est peut-être entré dans ça, j'en sais rien. Qui pouvait dire le 22 mars 68 ce qui allait se passer plus tard? Le problème, c'est les conjonctions. Hein. Et donc, c'est la personne qui dit « j'y crois pas », mais si on demande à tout le monde « vous y croyez ?» Non, je voudrais bien, mais j'y crois pas. Tout le monde se dit, finalement, on est beaucoup à se dire « on y croit ». Finalement, on veut. Le vœu transforme, j'y crois pas, j'y crois parce que j'agis. Et ça, c'est un grand... c'est sur les difficultés de mobilisation qui sont dues aussi au calendrier, parce que le calendrier parlementaire, la manière dont les négociations se passent, le fait que tout le monde sait que ça va durer à peu près 2 mois, le processus parlementaire, la division syndicale, qui n'existait pas au début de 2006, tout ça pèse dans le fait de passer d'une opinion, je parle pour des millions de personnes, d'une opinion... qui est plutôt... Les sondages, moi, m'avaient surpris. Hein. Au début, les sondages, c'était on est contre la loi travail. Même si on ne le connaît pas. Parce que les gens, il y a un bon sens populaire. Ça fait 4 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont rien fait pour nous. On sait que, de toute façon, même sans connaître encore dans le détail, on sait que ça ne va pas être bon. Que ce n'est pas bon pour nous. Surtout quand le patronat dit pas mal. Pas mal. Bon. Et ça, je pense que c'est un peu les enjeux de comment on fait passer d'une sorte de passivité favorable à l'entrée dans l'action de beaucoup plus de personnes. Alors, il est effectivement beaucoup trop tôt pour savoir si le 32 mars 2016 sera l'équivalent du 22 mars 68, mais il y a quand même quelque chose qui est assez frappant quand on est place de la République, mais c'est vrai, Sophie Bayrou, vous êtes à Lyon, c'est l'absence d'aucun drapeau d'organisation, ce qui n'est pas vrai dans les manifestations du 9 mars, du 31 mars, ce qui n'était même pas vrai cet été, au moment de la Grèce, il y a eu quelques réunions. Il y avait des drapeaux de certains partis politiques, il y avait des drapeaux de la CGT. Cette méfiance vis-à-vis de la visibilité, en tout cas des organisations, parce que en fait, des fois, on voit des gens qui étaient cet été sur la place de la République pour protester contre ce qui se passait en Grèce avec un drapeau, qui là sont place de la République, mais sans le drapeau. Est-ce qu'elle est récente? Comment elle se formule? Enfin, comment vous, en tant
qui avait étudié un peu les formes des mobilisations sociales. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est un truc souterrain qui vraiment explose là en ce moment avec la Nuit debout? Ou voilà, comment vous le percevez? Il me semble qu'il y a deux choses qui jouent. Il y a sans doute là une influence des mouvements étudiants, en fait, puisqu'il y a une grosse méfiance envers les récupérations, entre guillemets, de la part d'organisations dans les AG étudiantes. Et ça, c'est présent, c'était déjà présent au moment du CPE. On le retrouve à chaque fois qu'il y a des mouvements étudiants. Il y en a eu pas mal quand même après le CPE, par rapport à la LRU. Donc cette demande qui est pas... ou alors que les organisations soient dites de façon explicite, notamment à la tribune, ou on ne mentionne pas, ou on ne donne pas à voir les organisations pour qu'il y ait un espace un peu différent. Et il me semble aussi qu'il y a une influence du mouvement des indignés en Espagne. On retrouve quand même beaucoup de formes de ce mouvement. Et on retrouve aussi, mais je pense que ça serait intéressant de creuser un petit peu, on retrouve aussi par rapport au mouvement des indignés, quand même une présence d'organisations qui apportent des points d'appui, de la logistique. C'est ce que Roby disait sur le DAL, mais c'est aussi vrai de Solidaire, par exemple, qui vont rendre possible le fait de déclarer l'occupation de la place, qui vont apporter le soutien logistique pour la Sono, pour d'autres choses. C'est vrai dans différentes villes, donc qui sont là, mais qui essayent de ne pas occuper l'espace pour justement ouvrir davantage cet espace par rapport à cette critique de la représentation, en fait. Parce que dans la critique de la représentation qui est adressée aux partis politiques, cette critique qui ne nous représente pas, qui était très présente dans le mouvement des indignés, elle peut aussi atteindre notamment les organisations syndicales, en fait. Donc je pense que ça renvoie à ça, en fait. Et est-ce que vous pensez parce qu'il y a une méfiance de la place, disons, vers l'organisation syndicale, il y a aussi une méfiance de l'organisation syndicale et des centrales, notamment, c'est ce que vous disiez, vers ce qui se passe sur la place, peut-être une peur d'être dépassé, une peur du débordement aussi qui déborderait sur tout le mouvement et donc sur la mobilisation sur la loi travail. Est-ce que ça ne montre pas aussi une forme comment dire, que le mode opératoire syndical est un peu obsolète par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il me semble qu'il y a des cultures syndicales, des cultures organisationnelles assez différentes par rapport à ça. Du côté de Solidaire, c'est une organisation, les différents Sud, qui se sont constitués en valorisant les assemblées générales, le fait que dès qu'il y a une assemblée générale, quelque part, elle se substitue au syndicat. Donc il y a un rapport plutôt harmonieux à ce qui se passe, et un appel à aller participer aux différentes nuits debout, aux différentes occupations de place. Du côté de la CGT, c'est vrai que historiquement, la culture organisationnelle de la CGT, elle est plutôt méfiante par rapport à ce type d'événements, ce type de mobilisation. On ne sait pas très bien où ça part, qui le dirige. Donc il y a un peu de méfiance du côté des directions syndicales, même je dis direction syndicale, mais il faudrait voir ce qu'on met derrière. Enfin, c'est toujours, on a un petit peu une facilité de langage en disant direction syndicale. Je pense que du côté d'un certain nombre de militants, il y a moins de méfiance qu'on ne le dit, et qu'il y a pas mal de militants syndicaux qui sont sur ces places et qui participent, en fait. Mais c'est vrai que il faut remettre ça en perspective par rapport à l'histoire des organisations syndicales et les relations de la CGT avec... par exemple, la CGT avait été bousculée dans les années 80, 86, puis 88, 89 par les coordinations. Ça l'a beaucoup fait bouger en interne sur la pratique des assemblées générales dans les mouvements. En 95, il n'y a pas eu de coordination. Il y a eu au contraire une forme de démocratisation des mouvements à la base. Bon, on est peut-être dans une conjonction comme ça, où il y a une surprise, un peu d'attente par rapport à ce qui se joue sur ces places, et puis la réflexion par rapport aux pratiques démocratiques, en fait. Oui, moi je pense aussi que... On ne peut pas parler de méfiance réciproque en général, parce qu'il y a peut-être une méfiance de certaines centrales syndicales à l'égard de cette mobilisation qui dépasse les places, encore une fois. Il y a des assemblées générales un peu partout, et puis il faut se rappeler l'articulation entre les grèves et les places, et les manifestations aussi et les places. Mais il y a beaucoup de syndicalistes qui viennent sur les places, qui viennent s'exprimer. Il y a par exemple les Goodyear. Voilà, les Goodyear, il y a une solidarité qui s'exprime à l'égard des salariés réprimés et menacés de prison ferme. Donc une solidarité à leur égard. Par exemple, il y a Michael Wamin qui a beaucoup intervenu dans le mouvement des places. Il y a aussi toute une focalisation depuis quelques jours sur ce qui se passe à Mayotte, la grève générale dont on entend assez peu parler là aussi dans les médias, alors que, sauf à Mediapart, il y avait un article aujourd'hui sur Mediapart, mais c'est une grève générale à Mayotte-Mahorais et en fait on n'en entend pas parler, mais sur les places, on en entend parler. Donc je ne pense pas qu'il y ait de méfiance pour parler de manière un peu schématique, au niveau de la base, parce qu'au contraire, les personnes qui sont sur les places vont discuter, notamment les jeunes, les étudiants,
qui s'auto-organisent parce que les coordinations, elles se poursuivent. Ce qui est impressionnant du point de vue historique, c'est que depuis les années 70, depuis les mouvements de 1973-1976, les coordinations nationales étudiantes et lycéennes, eh bien, elles se nourrissent à chaque mouvement, elles réapparaissent à chaque mouvement. En effet, en raison de la méfiance à l'égard des récupérations, il y a une méfiance, par exemple, à l'égard de la direction de certains syndicats étudiants. Donc là, il y a à nouveau une coordination nationale lycéenne et une coordination nationale étudiante qui sont en lien aussi avec les syndicats de salariés. Donc il y a un travail aussi, je dirais pas harmonieux, mais vraiment constructif qui se met en place de ce point de vue, pour éviter de parler en général des syndicats, encore une fois, ou du mouvement comme s'il était homogène. Quand on ouvre les radios qui parlent de la nuit debout, il y a quand même un terme dont je pense qu'il faudrait se débarrasser, c'est celui de débouché politique. Hein, parce que bon, les mouvements sociaux sont sans doute pas bouchés, mais c'est le terme qu'on entend tout le temps. Et pas être débouché, mais est-ce que cette idée qu'il faut un débouché politique, est-ce que ça c'est récurrent dès qu'il y a des mouvements étudiants, tout ça? Moi, c'est peut-être une sensibilité particulière, mais je l'entends beaucoup plus ce coup-ci. Est-ce que c'est par une forme d'incompréhension ou est-ce que c'est lié au type de mobilisation auquel on a à faire face? Ou la proximité de la présidentielle aussi. Non, je crois que ce n'est pas la proximité de la présidentielle en soi. C'est qu'on a un mouvement important qui pose la question du pouvoir en termes de délégation de pouvoir. Le fait qu'on parle de débouché politique veut dire que c'est un mouvement important dans lequel se pose un problème important, qu'un problème politique, c'est comment s'organise la société et qui dirige. En gros, c'est ça. Bon. En disant qu'on a un mouvement aussi. Alors, c'est pas tout à fait indépendant non plus de tout le débat qu'il y a sur les primaires, qu'il faut prendre sous l'angle politicien, mettons ça de côté. Mais le fait qu'on se préoccupe d'autres, y compris là, il y a des gens qui se préoccupent d'autres modes. Ça ne peut pas fonctionner comme avant. Parce que la société n'est pas comme avant. J'ai mentionné le nombre d'étudiants aujourd'hui. Il faut voir, et bon, j'étais scotché, la population active aujourd'hui, elle est composée pour un tiers de personnes qui ont un diplôme du supérieur, de bac plus 2 à bac plus autre chose. La moitié a le bac ou l'équivalent, équivalent niveau bac. C'est une transformation extraordinaire. C'était déjà noté en 68 sur la crise de la délégation de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup plus de compétences acquises, à la fois de savoir et de pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas avoir un système dans lequel on dit le sommet décide ou les délégués décident parce qu'ils savent, et la base ne sait pas. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'inverse quand on a effectivement des gens qui... c'est-à-dire, pas des bureaucrates au sens moral du terme, mais des gens qui ont des habitudes conservatives et qui sont bousculés ou qui n'ont pas l'habitude de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je pense que quand on dit méfiance, justement, j'ai l'impression que tout le monde est très prudent. Les organisations ne montrent pas leur drapeau, mais en même temps sont présentes parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose d'important. Elles ont été suffisamment affaiblies pour se dire que ce n'est pas le moment de faire des erreurs. Du côté du mouvement, c'est une méfiance, ça peut être des gens méfiants parce qu'ils se disent on veut s'organiser nous-mêmes. Nous, prenez pas notre chose, mais on fait ensemble. Bon, prouvez-nous qu'on peut faire autre chose. On ne peut pas avoir tous les jours... je veux dire, là-dessus, les médias, en général, ont une responsabilité énorme de montrer la politique sous l'angle le plus à vomir. Bon, et on ne peut pas dire après, voilà, parce que tout de même, ceux qui sont sur les places, ils ont regardé il y a quelques jours la télé, la radio, ça fait des mois qu'ils sont là-dedans, et pour eux, la politique, des hommes ou des femmes politiques, c'est effectivement ce qu'on voit. On sait que ce n'est pas ça, mais ça se prouve. Et il y a un autre mot qu'on a vu, là, pour le coup, plutôt du côté des acteurs des places, c'est ce mot de performatif. En gros, c'est pas seulement, bon, bien sûr, il y a qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire, l'auto-organisation, mais au-delà de ça, en étant sur la place, il y a des formes de performation, de politisation, de prise de parole, qui valent en soi et pour soi. Est-ce que ça, c'est une thématique nouvelle pour vous dans les mouvements sociaux ?
Il me semble que ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir retrouver en mai-juin 68, justement dans l'invention un petit peu, au travers de, notamment via l'occupation d'usines, des lieux de travail, des dimensions où on prend la parole, où on va pouvoir parler enfin d'autre chose. Et de ce point de vue-là, ça me semble très important, cette question de l'espace, c'est-à-dire que là, on est quand même dans une configuration où c'est pas le lieu de travail, il y a pas, même s'il y a une attente, un appel pour qu'il y ait des grèves, on n'est pas dans une situation de grève forte. Il y a des mouvements de grève, il y a eu, il y a eu un taux de grévistes important aux différents moments, différentes journées d'action, mais on n'est pas encore dans un mouvement où il y a des grèves fortes. Et du coup, ce n'est pas le lieu de travail qui est cet endroit où on peut faire une dimension performative, où on va pouvoir réinventer ou parler, par exemple, de la démocratie au travail. Donc c'est plutôt sur les places et où se joue cette question du rapport à la politique. Donc il me semble que c'est une dimension qui peut être présente dans d'autres mouvements sociaux, notamment quand le rapport au temps se transforme, qu'il y en a enfin, et c'est ce que Ludivine disait au début, on a enfin du temps pour penser autrement, pour échanger, pour faire d'autres choses, en fait. Et cette dimension performative, elle revient, en fait. Comme en 36 aussi, Oui, mais c'est très important, cette idée que par les discussions, c'est d'ailleurs c'est incroyable, en fait, il y a 10 personnes qui s'assoient et tout de suite, il y en a 100, il y en a 200 qui viennent, mais pas seulement assister, mais participer. Et donc, se dire qu'on est compétente et compétent à faire du politique, à être politique, à s'emparer de sujets politiques. Alors, il y a des expériences derrière tout ça, évidemment, il y a des personnes qui arrivent là, presque sans bagage, et des personnes, je pense à Droit Devant, qui fait un travail extraordinaire de soutien aux sans-papiers, depuis des années et des années. Et tout le monde est là à mettre en partage cette idée qu'il y a une compétence partagée de refus des formes de professionnalisation, de confiscation. Et du coup, ça passe par du politique, ça passe par de l'art, de la poésie. Il y a des personnes qui viennent improviser ou lire des poèmes. Il y a des personnes qui viennent chanter. Il y a une commission, par exemple, création de chansons. Des gens qui composent des chansons et qui viennent ensuite les interpréter en assemblée générale. Donc, des personnes qui disent tout simplement, j'ai été frappée par une intervention très humble en Assemblée générale, mais qui disait aussi quelque chose de fort, c'était nous rejetons l'égoïsme et l'indifférence. L'égoïsme et l'indifférence dans lesquels on pourrait toujours être enfermés par cette société qui nous divise, qui nous isole, qui nous individualise. Et ça, en soi, c'est performatif, parce que le dire, c'est déjà faire, créer ces solidarités. Mais, pardon, en 36, en 68, en 95, ça se fait sur les lieux de travail parce qu'il y a des piquets de grève, en fait. Et là, c'est déplacé sur un autre espace, qui est l'espace public de la place, en fait. Avec la question, bien sûr, de la participation, de l'élargissement de cette participation sur les places, en fait. Du coup, ça donne aussi le sentiment qu'on a une population là, qui a besoin de se cajoler, qui a besoin de se tenir chaud et de se tenir ensemble. Et alors, ça rejoint un peu le fait de prendre la parole pour simplement prendre la parole, pour la beauté de l'acte, mais il y a aussi ce sentiment-là que peut-être parce que ça ne se fait plus dans les entreprises, peut-être parce que ça ne se fait pas forcément dans le milieu syndical, qui est un milieu peut-être plus dur ou plus compétitif que ce qui se passe là, voilà, de simplement être ensemble pour se tenir ensemble et pour se tenir chaud. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti un peu comme ça. Robien Morda. Peut-être pas tout à fait d'accord sur 68 dans les entreprises. Ça discute un peu. C'est dans les quartiers que ça discute. Beaucoup d'ouvriers, il y a une occupation des usines, mais c'est très culturel, une occupation. Il n'y a pas vraiment, à la limite, il y a moins de prise de parole qu'en 36, d'après en tout cas les écrits. Bon. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup d'ouvriers et tout, de jeunes ouvriers, mais des moins jeunes, vont à la Sorbonne pour aller voir qu'est-ce que c'est ces gens dont on parle, etc. En province, il y a beaucoup plus d'unités d'ailleurs, en 68. Et les quartiers, et dans les quartiers, le phénomène, moi, ça qui m'a frappé, moi c'était le premier phénomène qui m'a frappé, je n'étais plus assez jeune en 68, il y a quelqu'un qui arrive, c'est le comité d'action du 3e, il met une affiche du 3e arrondissement, il met une affiche sur le mur, immédiatement il y a 20, 30, 40 personnes, mon épicier, le boulanger du coin, tout le monde vient et discute de tout. Et on a un peu ce phénomène. Et là, ce qui est important, c'est quoi? Quand je disais la mobilisation, c'est à la fois difficile, parce qu'on s'est étalé dans le temps les échéances, mais en même temps, pour la première fois peut-être, on peut avoir dans la même durée une mobilisation de masse qui est en général contre
et en même temps le temps de la discussion du pouvoir, c'est-à-dire de la recherche d'alternatives. Si on prend des mobilisations dans les derniers temps, on se mobilise contre une réforme, la mobilisation dure peu de temps, on arrive à la victoire, et en fait, après, il y a peu de gens qui vont discuter de qu'est-ce qu'on propose comme alternative. Et c'est vrai que là, le passage de la manif, forcément auto-limité à la revendication, il faut le retrait. Ça, c'est important, parce que qu'il y ait victoire ou pas, ça pèse sur les consciences et sur les motivations. Et qu'on ait à la fois ça, et en même temps, on a besoin d'un autre espace. On peut discuter de tout. Hein, c'est la conjonction des deux qui est importante. Et juste, parce qu'il va falloir bientôt s'acheminer vers la fin de cette discussion, vous parlez des quartiers, là, en l'occurrence de 68, ça oblige à parler des quartiers tels qu'ils sont aujourd'hui. On voit bien que la petite musique qui monte en ce moment, en dépit des tentatives de banlieue debout qui ont lieu hier à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Aubervilliers, des initiateurs de Nuit debout, tels que François Ruffin ou Frédéric Loredon le disent eux-mêmes, le risque ce serait de rester entre soi. Est-ce que, avec votre expérience d'études de différents types de mobilisation, vous trouvez, même si on n'a pas évidemment de sociologie aujourd'hui de la Nuit debout, qu'il y a une homogénéité plus forte que dans d'autres mouvements sociaux? Non, mais enfin, justement, il faut aussi contrer cette petite musique parce qu'on cherche tous les moyens pour discréditer le mouvement. Tantôt c'est un mouvement violent, tantôt c'est un mouvement complètement homogène socialement. Il suffit d'aller sur les places pour voir que ce mouvement il est divers sociologiquement et que par ailleurs ça s'étend. En effet, ça s'étend partout en France, ça s'étend dans de nombreux quartiers populaires, de nombreuses banlieues. Et par rapport à la question pourquoi est-ce que les gens se rassemblent un peu partout justement, en effet c'est déjà pour être ensemble, c'est vrai. Enfin, pour être ensemble, on est face à un tel sentiment d'écrasement, tel sentiment d'étouffement. Enfin, le néo-management libéral qui vise à rendre les individus responsables des performances de leurs entreprises. La précarité, ce n'est pas que des statistiques, c'est vraiment des vies saccagées, des vies d'incertitude et de désarroi. Donc déjà, être ensemble, se retrouver, se parler, c'est absolument fondamental. C'est vrai que ça fait du bien. Je ne sais pas si j'emploierais le mot cajoler, mais enfin, oui, se dire qu'on n'est pas seul et contrer l'isolement. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça s'étend un peu partout. Là, il y avait Saint-Denis, Vaux-en-Velin, Courcouronnes, Montreuil. Enfin, voilà, ça s'étend vraiment parce qu'on ressent tous ce besoin de sortir de nos solitudes presque existentielles. Oui, peut-être pour réfléchir à partir d'autres expériences, c'est intéressant de voir comment dans le mouvement des indignés, à un moment donné, il y a eu la décision d'arrêter d'occuper les places centrales pour aller vers les quartiers, en fait, et notamment vers les centres sociaux, dans les différentes villes en Espagne, centres sociaux qui avaient toute une tradition de mobilisation, d'éducation populaire, de lutte, et que ça a été une façon d'essaimer dans les quartiers, de faire un travail un peu différent, un peu plus sur le long terme, d'ouverture d'espace, de discussion, d'expression artistique, critique, et que ça a essaimé aussi du côté de mobilisation sectorielle, notamment, alors je pense à l'exemple de Madrid, dans la santé, sur la défense de l'hôpital public, parce qu'il y avait à ce moment-là une politique menée par le gouvernement de droite de la municipalité à ce moment-là, de privatiser des hôpitaux, toute une série d'hôpitaux, et puis sur l'éducation, et que dans ces mouvements sectoriels, les façons de faire du mouvement des indignés ont été reprises dans des AG réunissant des salariés de ces secteurs et des usagers. Donc là, c'est des façons de faire des circulations de ce qui se pose comme enjeu, comme discussion sur les places publiques, une circulation un peu au-delà, dans d'autres espaces, et ça me semble assez intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça en France, évidemment, mais je pense que en termes de diffusion, de réappropriation, ça peut être à réfléchir, parce qu'il y a quand même l'enjeu, pour moi, qui est très important. On l'a dit à plusieurs reprises, là, ça ne se passe pas dans les entreprises, dans les administrations, parce que la grève y est compliquée, parce que le 31 mars a été un succès en termes de mobilisation. Il y a eu tout un travail syndical, 15 jours de travail syndical pour réussir le 31 mars. Aujourd'hui, réussir à enclencher des mouvements de grève en raison de tout ce qu'on connaît, comme politique d'individualisation, de précarité, c'est très difficile. Donc il y a quand même ce gros enjeu de réintroduire des espaces de contestation, de prise de parole sur les lieux de travail. Donc, je pense que c'est des questions qui sont présentes dans les discussions des Nuits debout. Donc, mais c'est un enjeu aussi important en fait. Donc on verra si les piquets de grève sont capables de faire autant que les piquets de grève. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve à 20h30 pour continuer la soirée debout de Mediapart en compagnie d'un certain nombre de nuits deboutistes, mais je ne vous dis pas encore combien. Et à 19h,
On parle de secret des affaires. Merci beaucoup à tous les trois. Merci.